Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SummerSlam 2022 qui s'est déroulée dans la nuit du samedi 30 juillet au dimanche 31 juillet 2022. Je vais vous donner mon avis sur tous les matchs et sur le show en général. Déjà personnellement, je dirais pas que le show a été au-delà de mes attentes, mais en tout cas je dirais que j'ai été très satisfait du show. Je trouve qu'il était bien dans l'ensemble. Peut-être même le meilleur show de 2022. Je pense que je le classerai en tant que meilleur Premium Live Event de 2022 du côté de la WWE. Du coup, voilà. Déjà, le show, il y a eu un kick-off. Il était 1 heure avant le show, du coup, à 1 heure du matin. Il n'y a pas eu de match. Mais en tout cas, on a eu un clip pendant ce kick-off-là où on nous remontrait un petit peu ce fameux clip où on pensait tous que c'était Edge. Sauf que d'habitude, il était marqué juste I'm coming. Là, il était marqué I'm coming tonight. Du coup, on était déjà sûr que la personne en question, on pensait tous Edge, allait faire son retour du coup à SummerSlam. Et je trouvais ça bien de promouvoir ça dans un clip. Dans le kick-off, c'est pas comme si ça avait fait le tour d'internet directement, enfin si quand même, mais c'est pas comme s'il l'avait montré à Raw 4 fois avant SummerSlam pour nous over-hyper et pour inciter les gens à regarder SummerSlam. Ils ont quand même gardé la surprise, mais ils l'ont mis dans le kick-off pour quand même qu'on le sache. Du coup, le show commence avec Bianca Belair contre Becky Lynch pour ouvrir le show. Je trouve que le match était très très bien. Affiche très très bien que j'attendais. Certes, c'est un rematch encore une fois, mais le match j'ai trouvé très très bon. Je trouve qu'il était, je dirais pas qu'il était meilleur que celui de WrestleMania 38. Pour moi, celui de WrestleMania 38, il était un peu au-dessus, mais le match là était très très bien. Becky Lynch, elle était un peu plus sérieuse que d'habitude. Elle était pas trop fourbe dans le match, j'ai l'impression. Je pense qu'elle se battait à valeur égale face à Bianca Belair. Il y a eu quelques spots que j'ai bien aimés. Surtout à la fin du match où on a Becky Lynch qui essaye de remporter le match avec son disarmer. Mais Belair du coup elle va contrer. On aura Becky Lynch qui sera en dehors du ring. L'arbitre va compter, elle va remonter à temps dans le ring. Ensuite elle va faire son main handle slam, mais Bianca Belair va se dégager à la dernière seconde. Et elle va réessayer de faire un main handle slam, mais cette fois-ci du coin. Et là, du coup, Bianca Belair, elle va contrer. Elle va retourner ça avec un Spanish Fly. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Spanish Fly à la WWE. Moi, si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est un des moves que je préfère le plus. Donc, du coup, voilà, Spanish Fly de Bianca Belair et Becky Lynch. Et ensuite, du coup, bon, Bianca Belair, elle enchaîne avec son KOD pour la victoire. Le match a duré 15 minutes 10. Assez, je dirais pas trop court ni trop long. Je trouve que c'était le temps parfait pour ouvrir le show. En tout cas, je me suis pas ennuyé du tout pendant le match. C'est vrai qu'au début, il y a eu, ça a mis du temps à se mettre en place, mais je trouve que ça allait encore. Donc voilà. Et juste après le match, on a Bianca Belair et Becky Lynch qui vont serrer la main pour dire que tout ça c'est terminé. Donc gros face turn de Becky Lynch. Et au moment où Bianca Belair célèbre sa conservation de titre, on a Bayley qui fait son retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bayley. Je crois que ça faisait presque 1 an et demi. Elle s'était blessée juste avant Money in the Bank, du coup, elle n'a pas eu l'occasion de catcher ou même interagir avec le public depuis avant le Covid, donc c'est quand même énorme. Donc là, retour de Bayley qui arrive en tant que heel comme d'habitude, avec son nouveau film song, etc. Sa tenue de heel. Elle arrive, elle s'arrête au niveau de la rampe, elle va même pas dans le ring confronter Bianca Belair. Et Bianca Belair, elle avait l'air plutôt contente que Bayley fasse son retour. Et au moment où Bayley s'arrête, on a un autre film son qui retentit, et cette fois-ci c'est Dakota Kai. Je rappelle quand même que Dakota Kai, elle avait décidé de quitter la WWE elle-même, enfin du moins de ne pas renouveler son contrat, même si tout le monde croyait qu'elle s'était fait licencier, elle avait juste décidé de ne pas renouveler son contrat, parce qu'elle avait pas envie de monter dans le main roster, etc. Mais bon, la situation est totalement différente, donc là, on a Dakota Kai qui est de retour à la WWE, qui fait son entrée. Au début, je me suis dit, est-ce qu'elle va s'allier avec Bayley ou est-ce qu'elle va plutôt attaquer Bayley pour empêcher que Bayley attaque Bianca Belair. Mais au final, elle se range du côté de Bayley. Et là, on a un autre film son qui retentit. Et c'est Io Shirai qui change de nom, bien sûr. Maintenant, elle s'appelle Io Sky. Je trouve pas que ce soit un énorme changement. C'est sûr que je vais avoir du mal à m'y faire parce que je préfère dire Io Shirai. On l'a tous connu comme ça. Donc voilà. Mais du coup, on a Bayley, Io Shirai et Dakota Kai qui sont toutes les trois ensemble. Elles montent dans le ring pour confronter Bianca Belair. Et à ce moment-là, on a Becky Lynch qui vient apporter son aide du coup à Bianca Belair. Elle se range du côté de Bianca Belair, donc ça confirme bien qu'elle est de retour en face. Du coup, Becky Lynch, ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup Becky Lynch en face personnellement. Je préfère peut-être même Becky Lynch en face que son personnage heel qu'elle a eu récemment.
Du coup, voilà Bianca Belair et Becky Lynch qui sont face à Bayley, Io Shirai et Dakota Kai. Et à ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'ils vont nous ramener une troisième catcheuse pour se ranger du côté de Bianca Belair et Becky Lynch. Ça s'est pas fait malheureusement, mais en tout cas, je suis vraiment content de ce qui s'est passé à ce moment-là. On a eu un segment, j'ai l'impression de voir la WWE d'avant avec une petite touche d'NXT. Je trouvais ça incroyable. J'ai hâte de voir la suite. On aura une grosse rivalité peut-être avec Bayley qui elle se chargera d'essayer de prendre le titre à Bianca Belair, et du coup Dakota Kai et Oshirai qui seront plus là en mode pour aider Bayley. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Peut-être qu'on aura une troisième catcheuse qui va se rejoindre Bianca Belair et Becky Lynch. J'ai l'impression de voir la Women's Revolution de l'époque où on avait eu la Team Bad, la team avec Charlotte et Paige, la team avec les Bella Twins. Bon, les Bella Twins s'en font un petit peu. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. J'ai hâte de voir Raw ce soir pour voir la suite de tout ça. En tout cas, c'était une très bonne façon de commencer SummerSlam. Ensuite, on a eu Logan Paul contre le Miz, accompagné de Maryse et Tommaso Ciampa. C'était pas un match qui me hypait plus que ça sur le papier, mais j'ai été agréablement surpris du niveau de Logan Paul. On voit que depuis WrestleMania 38, il a pris du level, il a pris ça au sérieux, il montre du respect au catch en faisant ça, et ça fait plaisir. Il a pris, c'est son premier match en 1 contre 1, du coup on a pu clairement voir de quoi il était capable. Au début du match, pareil que le premier match du show, c'était un petit peu lent, mais moi je me suis pas ennuyé du tout pendant le match. À un moment donné, en plein match, on a eu plusieurs fois où Tommaso Ciampa essayait d'intervenir. Maryse pas trop, juste elle était là pour crier, je sais pas à quoi elle servait dans le match, mais en tout cas Ciampa il essayait de tricher et il a réussi à tricher. Mais ça a pas démotivé Logan Paul pendant le match, puisqu'il remporte quand même le match. Mais quand même, avant que le match se termine, on a eu Tommaso Ciampa qui essayait d'intervenir, sauf que cette fois-ci il s'est fait prendre par l'arbitre. L'arbitre lui a demandé de partir, mais Tommaso Ciampa voulait pas, du coup il a pris une chaise, il s'est posé en ringside, il a dit je bouge pas. Mais à ce moment-là, on a la musique des J Styles qui retentit et J Styles qui arrive par le public pour attaquer Tommaso Ciampa. Et du coup il emmène Tommaso Ciampa avec lui en dehors du match, dehors du ringside. Donc ça nous montre peut-être qu'on aura une rivalité entre Tommaso Ciampa et J Styles. En tout cas moi j'espère, j'ai envie de voir ça me ferait plaisir. Je pensais personnellement que Ciampa allait turn sur le Miz pendant le match, mais ça s'est pas fait. Et du coup à la fin on a eu plusieurs beaux spots de Logan Paul qui fait un frog splash à la Seth Rollins du ring à la table des commentateurs que j'ai trouvé incroyable. Et du coup Logan Paul remporte le match face au Miz. Et du coup il fait le tomber sur le Miz en portant le finisher du Miz. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je sais pas si ça va continuer entre Logan Paul et le Miz, mais ce que j'ai pu comprendre c'est que Logan Paul il a fait part sur les réseaux sociaux qu'il prenait vraiment plaisir à être à la WWE et que ça lui fait plaisir. Je pense qu'il aura encore quelques matchs ou même plus, je sais pas, mais j'ai hâte de voir son niveau in-ring évoluer, et même son niveau au micro, ou que ce soit sur le développement de son personnage. J'ai quand même hâte de voir la suite. Ensuite on a eu Bobby Lashley contre Theory pour le titre des États-Unis. J'ai pas trouvé le match incroyable, je pense que c'est le premier match du show qui était un petit peu décevant au niveau du in-ring. Tout le monde pensait que Theory allait remporter le match, en tout cas moi c'est ce que je pensais. Je me disais que pour nous faire croire que Theory allait bien réussir ses plans tout au long de SummerSlam, je pensais qu'ils allaient le faire remporter le titre des États-Unis, du moins récupérer le titre des États-Unis. Mais ça s'est pas fait, le match a duré 4 minutes 45, j'ai trouvé le rythme du match un peu dérangeant. Le début était bien, mais par la suite, j'étais vraiment pas concentré durant le match. Et du coup, victoire de Bobby Lashley, ça sort de nulle part, avec son Hurt Lock. Enfin, ça sort de nulle part, on savait que Bobby Lashley pouvait remporter le match. Mais en tout cas, la fin de match sort de nulle part, c'est ce que je voulais dire. Et même pendant le match, Theory, à un moment donné, il a dit j'abandonne, j'ai pas besoin de ce titre. Mais au final, Bobby Lashley était là pour le faire revenir dans le ring. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre des États-Unis. Je pense que le plan par la suite ce sera de faire affronter Gunther et Bobby Lashley à Survivor Series. C'est assez loin quand même, donc je sais pas. Mais en tout cas j'espère que les titres mineurs du côté de la WWE, les titres de mid-card, seront un peu plus mis en avant, surtout durant les Premium Live Events, parce que là, un match de 5 minutes, c'est pas ouf quand même. Ensuite, on a une No Disqualification Tag Team match entre le Judgment Day et du coup les Mysterio. Première partie du match, j'ai rien retenu de fou, et même tout au long du match, je trouve que le in-ring c'était pas ce qui se faisait de mieux dans ce match-là. Mais en tout cas, à un moment donné, pendant le match, on a Finn Balor qui demande une chaise à Damian Priest
pouvoir faire le concerto en petite référence à Edge. Et c'est à ce moment-là où les lumières s'éteignent et on a Edge qui fait son retour avec une nouvelle musique, une nouvelle tenue, un petit mélange de plusieurs de ses personnages qu'il a eu dans sa carrière. Donc voilà, il est bel et bien de retour. Il arrive dans le ring pour aider les Mysterio à remporter le match. Du coup, victoire des Mysterio face à Finn Balor et Damian Priest avec un double 619 sur Finn Balor. Donc victoire de Rey et Dominic Mysterio. Maintenant la suite, j'espère, ce sera un match entre Finn Balor et Edge. Ce serait sympa. Parce que dès qu'Edge est rentré dans le match, il a mis directement un spear à Finn Balor. Donc pour moi, la suite logique sera un match entre Balor et Edge. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends personnellement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Ensuite, on a eu un match entre Happy Corbin et Pat McAfee. Match qui m'intéressait pas de ouf. Et même, j'ai pas pris un énorme plaisir en regardant ce match-là. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Pat McAfee. J'aime bien son mic skills. Mais le voir catcher, c'est pas vraiment mon kiff. Et pareil pour Happy Corbin, je suis pas un fan du tout de Baron Corbin. Du coup, même sur le papier, ça me hypait pas du tout. Et j'ai pas été méga concentré pendant le match. Le match a duré une dizaine de minutes. C'est déjà beaucoup trop, j'ai l'impression. Mais en tout cas, pendant le match, Pat McAfee retentait plusieurs choses qu'il a fait durant plusieurs de ses matchs durant sa carrière à la WWE. Sa carrière qui est pas très longue, mais vous m'avez compris. Et à la fin, il nous fait un de ses moves qui était super bien. Une sorte de sunset flip bizarre que j'ai bien aimé. Pour la victoire, du coup, victoire de Pat McAfee. Ensuite, on a les Usos contre les Street Profits pour les 2 titres par équipe, avec comme arbitre spécial Jeff Jarrett, qui a servi à rien du tout pendant le match. Le match a duré 13 minutes 25. Je pense que je trouve personnellement que le match était moins bon que celui de Money in the Bank. Mais le niveau in-ring, je trouve qu'il était quand même assez bon, même très bon. Le seul problème, c'est que le public n'était pas à fond dans le match. Du coup, c'était un petit peu mou, et je les comprends totalement, parce qu'avec tous les matchs qu'on a eu depuis le début du show, en fait, je pense que le match avait la mauvaise place dans le show. C'était pas une bonne place pour ce match-là. Donc c'est assez dommage. Victoire des Usos, c'est assez surprenant parce que les Street Profits méritaient de remporter le match. Et surtout, je sais pas leur combienième opportunité au titre. Donc c'est limite foutu pour remporter les titres par équipe pour les Street Profits. Donc voilà. Je sais pas ce qui va se passer par la suite. Moi, au moment où les Street Profits sont perdus, je me suis dit qu'il allait sûrement avoir un turn. J'espérais pas, hein, personnellement, j'espère pas un turn des Street Profits. Si un jour Montesfort doit faire un run solo, pour moi, c'est pas en se séparant totalement de Angelo Dawkins, c'est faire un run solo, mais avec Angelo Dawkins à ses côtés. C'est pas les séparer, plus de Street Profits, un peu comme on a eu avec le Shield à l'époque ou plusieurs équipes entre temps. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu une séparation brutale comme ça dans une équipe, les 2 catcheurs sont pas ressortis grandis. Comme l'exemple avec Enzo Amore et Big Cass, c'était pas bien fait, et au final ils sont plus là tous les deux. Pareil avec Heavy Machinery, Otis est toujours là, mais la séparation avec Tucker, ça s'est mal fait. Tucker est plus là, et Otis il est dans une nouvelle équipe, mais on ne le voit pas. Donc voilà, c'est assez dommage. J'ai quand même hâte de voir la suite. Seul problème, comme je vous l'ai dit dans ma review de SmackDown, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la division par équipe. Donc voilà. Maintenant, qui va affronter les Usos, je sais pas du tout. Donc voilà. Juste après, on a Riddle qui est arrivé dans le ring alors qu'il était blessé. Dans la kayfabe, bien sûr. Donc il arrive dans le ring, il prend un micro, il nous dit qu'il n'a pas eu l'autorisation des médecins de venir dans le ring et même de venir à SummerSlam ce soir. Mais qu'il s'en fout parce qu'il en peut plus de Seth Rollins. Du coup, il demande à Seth Rollins de venir. On a autour du ring, on a des mecs de la sécurité qui sont là pour dire à Riddle de partir et de pas rester. Donc Seth Rollins fait son entrée, il arrive, et là les deux grosses bagarres directement qui éclatent. On a les mecs de la sécurité et les officiels, etc., qui essayent de les séparer, mais ils se battent sur la rampe. À un moment donné, on a Seth Rollins qui met un curb stomp sur Riddle, et puis du coup Seth Rollins se barre en disant qu'on pouvait pas avoir SummerSlam sans lui. Donc là, quand même, grosse déception, parce qu'on s'attendait tous à un match pour Seth Rollins. En tout cas, ils sont tous les deux présents. On nous a pas menti, on nous a dit qu'ils allaient être présents ce soir à SummerSlam. C'est le cas. Mais on n'a pas eu de match de Seth Rollins. Moi, je pensais qu'ils avaient annulé le plan de faire un match entre Riddle et Seth Rollins pour avoir un autre adversaire pour Rollins. Finalement, pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi le match a été retiré. En tout cas, je préfère un match entre Riddle et Seth Rollins à SummerSlam plutôt qu'un match entre Riddle
Et Seth Rollins a un autre pay-per-view, du coup je vois pas l'utilité. Et surtout Triple H sur les réseaux sociaux, il a répondu à Seth Rollins en disant qu'il avait entendu. Certes, il a pas menti, Seth Rollins a été à SummerSlam, mais il a pas eu de combat, donc pas de Gargano, pas de The Fiend, rien du tout, pas de Randy Orton. Juste Seth Rollins et Riddle qui s'affrontent. Et ça m'a fait penser, le fait que Riddle arrive comme ça dans le ring, ça m'a fait penser un petit peu à ce que Seth Rollins avait fait à l'époque, juste avant WrestleMania 33 dans un takeover, quand il avait appelé directement Triple H. J'ai trouvé ça incroyable à l'époque, et du coup ça m'a fait plaisir d'avoir un petit clin d'œil comme ça. Donc voilà. Avant-dernier match de la carte, Ronda Rousey contre Liv Morgan pour le titre féminin de SmackDown. Cette fois-ci le match aussi, il n'a pas duré très très longtemps. Il a même duré moins longtemps que le match le plus lent qu'on a eu pour l'instant. Du coup il a duré 4 minutes 35. La fin de match était pas ouf en vrai. Moi ça me dérange pas ce genre de fin de match, mais ça décrédibilise un petit peu Liv Morgan. Parce qu'à la fin du match on a eu Ronda Rousey qui faisait un armbar à Liv Morgan. Et au moment donné, au moment où elle faisait le armbar, Ronda Rousey elle avait les épaules au sol. Du coup l'arbitre il compte 3, donc Liv Morgan conserve son titre. Mais au moment où il tape à 2, on a Liv Morgan qui tape pour abandonner. C'est un petit, on a eu la même chose, je crois que c'était à SummerSlam 2018, pendant le match entre Samoa Joe et Jay Styles. Et ça avait fait beaucoup parler parce que les gens ils voulaient une vraie fin de match. Donc là, Liv Morgan était contente de remporter le match, mais c'était pas méga clean comme victoire, donc je suis un petit peu déçu. En plus, le match a duré 5 minutes, donc c'est pas ouf. Mais la seule chose dont je suis content, c'est que Liv Morgan conserve son titre. Donc ça fait plaisir. Et à la fin du match, on a Ronda Rousey qui pète totalement un câble. Elle attaque Liv Morgan, elle attaque l'arbitre et les officiels. Donc heel turn de Ronda Rousey. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'on aura un rematch entre Liv Morgan et Ronda Rousey. Mais surtout, il nous faut des filles à SmackDown parce qu'on n'a personne. Enfin si, on a quand même Raquel Rodriguez, on a quand même Shotzi Blackheart, mais elles ont tout affronté Ronda Rousey quand elle était championne. Bon, maintenant, on n'a plus de match inédit. Et c'est dommage, j'ai quand même hâte maintenant que Charlotte Flair fasse son retour. Même si je suis pas un extrême grand fan de Charlotte Flair, mais il faut du nouveau du côté de SmackDown au niveau des filles. Parce que maintenant à Raw on a de la nouveauté. Et ça fait plaisir. Et enfin on passe au main event. Roman Reigns contre Brock Lesnar, last man standing pour le titre Undisputed. C'est le dernier match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. On a Brock Lesnar qui a fait son entrée avec une sorte de tractopelle, je sais pas comment on appelle ça. J'ai trouvé ça ouf et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire. Donc Brock Lesnar contre Roman Reigns, c'est mon match préféré de la carte. Le match a duré 23 minutes. C'est mon match préféré de la carte et je dirais c'est mon deuxième affrontement préféré de Brock Lesnar et Roman Reigns. Mon préféré ça reste quand même celui de WrestleMania 31 parce que ça a une histoire spéciale et que voilà. Mais en tout cas après ça, celui de SummerSlam 2022, c'est mon préféré de tous les affrontements entre Lesnar et Reigns. Et pourtant il y en a eu beaucoup. Au début le match j'avais peur que ça reste un petit peu dans le ring et aux alentours parce que c'est un last man standing et on sait qu'à la WWE maintenant ils se foulent pas trop au niveau des stipulations. J'avais peur que ça aille pas se catcher, que ça aille pas se combattre dans le public ou sur la rampe ou sur la scène d'entrée. J'avais peur qu'il y ait pas trop de trucs de ce genre là. Mais finalement deuxième partie du match c'est parti en cacahuète totale. C'était incroyable. À un moment donné on a Roman Reigns qui fait sa guillotine à Brock Lesnar. Et on a Brock Lesnar qui le contre en faisant lui aussi une guillotine. Du coup il reprend la soumission de Roman Reigns. Du coup il garde la soumission jusqu'à ce que Roman Reigns soit totalement KO. Il ne répond plus. Roman Reigns il dort à la limite. Et à ce moment là Brock Lesnar il lui arrive une idée dans la tête. Je sais pas ce qu'il fait. Il monte dans son tractopelle ou je sais pas ce que c'est. Il pousse le ring. Et déjà j'étais choqué parce que je pensais pas que le ring il pouvait se pousser si facilement avec un tractopelle comme ça. Du coup il pousse le ring. À un moment donné il fait aller sa grosse pelle là en dessous du ring et il soulève le ring. Roman Reigns il tombe directement. C'était incroyable, c'était du jamais vu à la WWE de soulever un ring comme ça. J'avais bien peur à un moment donné qu'il retourne le ring complètement. Heureusement ça s'est pas fait. Mais j'aurais pas dit non personnellement. Donc Roman Reigns se relève avant le compte de 10. À ce moment-là, on a Brock Lesnar qui essaye de préparer la table des commentateurs. Mais on a les Usos qui arrivent, ils mettent tous les deux un super kick à Lesnar. Lesnar forcément, les Usos c'est rien pour lui, du coup il va dégager les Usos. Et puis on va voir Paul Heyman qui va prendre peur un petit peu de Brock Lesnar à ce moment-là. Du coup il va venir parler à Brock Lesnar, il va dire c'est bon, je te donne les titres, maintenant laisse tranquille un petit peu Roman Reigns, laisse-le, tu peux repartir avec les titres.
Sauf qu'il il va vriller à un moment donné Peleman parce qu'il va crier, il va taper sur le torse de Brock Lesnar. Là, Brock Lesnar, il l'a pris mal du coup. Il a mis un F5. Il a mis un F5 à Peleman à travers la table des commentateurs. C'était ouf. Et à ce moment-là, on a Roman Reigns qui arrive et qui fait un gros spear à Brock Lesnar. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on a la musique de Theory qui retentit. Theory arrive pour cash-in. Donc il attaque Roman Reigns avec sa mallette. Mais à un moment où il essaye de cash-in, il n'a pas vu qu'on a Brock Lesnar qui est déjà debout. Du coup, Brock Lesnar, il met un F5 à Theory. Et là, on a les Usos qui mettent un super kick tous les deux à Brock Lesnar. Brock Lesnar va se relever à 9, au compte de 9. Donc Roman Reigns, lui, il va perdre patience. Il va faire un spear à Brock Lesnar qui va encore se relever à 9. Ensuite, il va prendre la mallette de Theory. Il va frapper Theory avec la mallette. Il va frapper Lesnar dans la tête avec la mallette de Theory. Brock Lesnar va se relever à 9 encore une fois. Il va prendre le titre de la WWE. Il va frapper à la tête Brock Lesnar avec. Il va se relever à 9. Et ensuite, pour terminer, il prend le titre universel. Il frappe Brock Lesnar à la tête avec. Et à ce moment-là, ils vont prendre, je crois que c'était un bout de table, ils ont pris un escalier, ils ont pris une chaise pour barricader un petit peu Brock Lesnar. Et à ce moment-là, Brock Lesnar se relève pas du coup. Victoire de Roman Reigns qui conserve son titre universel et son titre de la WWE. Et il est debout au-dessus de tous ces déchets là et au-dessus de Brock Lesnar du coup. Et le show du coup se termine avec Roman Reigns et ses deux titres, accompagné de Peleman et la Bloodline. Donc voilà, gros main event, gros show en général. Je trouve que le show était très très bon. Donnez-moi votre avis sur le show dans les commentaires et dites-moi quel était votre match préféré de SummerSlam 2022. Personnellement, moi c'est le main event. J'ai vraiment kiffé le main event, même si c'était pas du in-ring comme on peut le voir sur le circuit indépendant ou quoi que ce soit. De temps en temps, ça fait plaisir de voir ce genre de match à l'ancienne. Donc voilà, le principal dans le catch, c'est d'être diverti. Et là, bah, clairement, le main event m'a totalement diverti. Donc je suis satisfait non seulement du main event, mais du show en général. Et ça me donne envie de voir la suite. Ce soir, c'est Raw. Premier Raw, il me semble, sous le contrôle total de Triple H. Donc on va voir s'il y aura du changement ou pas. On va voir déjà si on va voir la différence au niveau des weeklies de ces dernières semaines et de Raw ce soir. En tout cas, peu importe, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la draft, j'ai hâte de voir Survivor Series, j'ai hâte de voir le show à Cardiff, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. On n'a que du positif pour l'instant à la WWE. Ça fait plaisir. Maintenant que Vince McMahon a pris sa retraite, on peut imaginer plein de choses. Donc personnellement, je suis overhype. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, on se dit à la prochaine. On se retrouve normalement mardi ou mercredi, ou même un peu plus tard, je sais pas. Ça dépend de ce que je fais pour ma review de Raw et ensuite ma review de SmackDown, on verra bien. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que Lucas Sport, bisous bisous.